la série Miskine à la pauvre sur Amazon Prime TV. Qu'est-ce que ça donne? On en reparle tout de suite. Hello ma licorne, j'espère que tu te portes à merveille et que tu passes un très bon week-end. Si c'est pas le cas, prends-toi un petit thé ou un petit café, quelque chose à grignoter. On va tout de suite remédier à ça. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière. En fait, vous savez que j'ai une chaîne secondaire sur l'ésotérisme. Et comme la saison octobre, novembre, décembre, tout ça, il y a plein de sorties dans les librairies ou dans les tarots, les oracles, tout ça. Je suis obligée de faire 3 vidéos par semaine, histoire de pouvoir parler de ce qui représente énormément de travail. Et je me suis un peu laissée déborder la semaine dernière. Du coup, j'ai pas pu vous produire cette vidéo à temps. Mais maintenant, tout va rentrer dans l'ordre, c'est promis. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la série Miskine à la pauvre qui est en ce moment même sur Prime. C'est une série proposée par Prime TV et par Melha Bedia, qui est, vous le savez, la petite sœur de Ramzy, de Eric et Ramzy. Avant de commencer, j'ai 2 requêtes à vous demander. C'est d'écraser dès maintenant le bouton j'aime, parce que vous savez très bien que vous allez kiffer cette vidéo. Ou en tout cas, faites-le à la fin de la vidéo. Et si mes contenus vous plaisent, d'aller me suivre sur Instagram, histoire de me donner un petit peu de force sur cette plateforme. Je vous mets mon pseudo ici, sinon vous avez le lien dans la description si vous avez la flemme de taper en recherche mon pseudo. Comme ça, vous n'avez presque rien à faire en fait. Alors, la série. On va prendre une petite gorgée. Et on va se lancer. Donc, la série Miskine à la pauvre sur Prime TV, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi? Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est une série jouée par Melha Bedia. Je crois qu'elle est aussi à la production, mais j'en ne suis pas sûre, ou alors à la réalisation. À vérifier, je vous mettrai quelque chose dans laquelle, en fait, elle joue une femme de 30 ans qui vit encore chez sa maman, qui a un projet de lancer un food truck, mais qui se lance pas, qui est amoureuse de son meilleur ami, mais qui se lance pas. En gros, elle passe à côté de sa vie. Et pour être tout à fait honnête avec vous et tout à fait transparente avec vous, je n'avais absolument pas prévu de regarder cette série parce que j'avais sincèrement l'impression que cette histoire d'une grosse maghrébine qui galère et qui est en loose totale, l'actrice principale l'avait déjà raconté dans le film Forte. Souvenez-vous, ce film, c'est un film qui devait sortir au moment même du confinement, en fait, dès la première semaine du confinement, il devait sortir en salle. Comme il y a eu le confinement et qu'en fait, il n'est pas sorti en salle, en vrai. Donc ça fait partie des films qu'on a pu voir pendant le confinement. Et donc c'est un film que j'ai évidemment regardé parce que j'attendais ça avec impatience. Parce que c'est pas souvent, en fait, qu'on a des fictions françaises qui mettent en scène des femmes rondes, mais en plus des femmes rondes et racisées, ce qui est quand même important. Du coup, j'ai regardé ce film avec intérêt et j'ai été très 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 déçue par ce film, tout simplement parce que dans ce film, en fait, elle joue une femme qui est comptable dans une salle de sport et en fait, elle est un peu amoureuse beaucoup d'un des coachs de cette salle. Et en fait, elle lose totalement en amour. Et dans cette salle, il y a une nouvelle prof qui arrive, une prof de lap dance. Et elle décide de s'inscrire au lap dance et de commencer comme ça une métamorphose. Et ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce film, c'est que la promesse est totalement trompeuse parce que tu t'attends en fait dans ce film à ce qu'elle prenne conscience de sa féminité, de son pouvoir de séduction et qu'elle voilà, qu'elle se réapproprie son corps et qu'elle s'épanouisse comme ça. Alors que pas du tout. À aucun moment, en fait, même à la dernière scène où elle est censée faire un spectacle de fin d'année pour montrer l'étendue de son talent en tant que lap danseuse, pardon, elle le fait avec un prétexte humoristique où elle fait en fait le clown pendant son numéro au lieu de vraiment faire un vrai numéro de lap dance. Et en fait, elle tourne totalement en dérision ce fameux pouvoir de séduction et donc à aucun moment en fait elle ne prend les choses en main, à aucun moment tu sens un épanouissement et tout. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire pour rien te raconter. Évidemment, je vous spoil le film, hein, mais parce que normalement, il est sorti il y a 2 ans, vous auriez dû le voir, et si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Évidemment, dans ce film, le mec dont elle est amoureuse finit par lui proposer un date, sachant que ce prof de muscu, en fait, c'est Jonathan Cohen, donc le mec plutôt beau gosse, hein. Et en fait, pendant qu'elle va à ce rendez-vous, tu te rends compte en fait qu'il lui a proposé ce rendez-vous pour la débaucher parce qu'il veut lancer sa propre salle de sport et qu'en fait, c'est pas du tout pour elle, c'est pas du tout pour sortir avec elle, c'est plutôt pour se servir d'elle en fait, en gros. Et là encore, une déception, bon, c'est une déception qui est arrivée avant la fin du film, vous l'aurez compris, hein, mais
ça fait partie des déceptions de ce film, où en fait, finalement, une grosse meuf, en fait, ne peut pas susciter le désir chez un mec plus beau gosse. C'est chiant, c'est vu, c'est revu, enfin voilà, on nous en a déjà parlé, on a déjà vu ça, et franchement, je trouve que faire des fictions comme ça participe à cette idée reçue que les mecs plutôt bien foutus, plutôt beaux gosses, plutôt désirés, en fait, peuvent pas s'intéresser aux grosses, ce qui est absolument pas le cas dans ma vie, en tout cas, moi, c'est absolument pas ce que je vis. Donc voilà, ce film m'a énormément déçue, dans le sens où il véhiculait encore un énième cliché sur les grosses, et ça va bien, quoi, au bout d'un moment. Du coup, j'avais vraiment peur que cette série Miskina la pauvre nous parle, en fait, soit, en fait, tout simplement, le film Forte en série, ce qui est le cas au début, on en reparlera plus tard. Du coup, ça m'intéressait absolument pas de le voir. Mais ma mère qui l'a vu, arrêtait pas de me tanner pour que je le voie, parce elle a adoré ce film. Et sachant qu'elle-même a un petit souci de grossophobie intériorisée, je lui ai dit, ouais, je le verrai, je le verrai. Et puis voilà, hier soir, j'ai regardé sur Prime TV aussi Ne montre ça à personne, saison 2. Vous savez, là, c'est la série sur Orelsan qui est tournée par son frère et qui nous parle en fait des coulisses d'Orelsan. Super série, au passage. Et puis, il était 22h, je me suis dit que j'allais pas me coucher maintenant. Donc j'ai commencé à voir Miskina la... J'ai vu les 2 premiers épisodes, et comment vous dire que j'ai eu effectivement l'impression de revoir Forte en série, parce que dans ces 2 premiers épisodes, c'est une loseuse totale, complètement, qui n'ose pas dire à son meilleur ami qu'elle le kiffe, qui n'ose pas réaliser son projet de lancer un food truck, qui n'ose pas aborder les sujets importants avec ses parents, avec sa famille, tout ça, ça m'a saoulée. Je suis allée me coucher comme ça en me disant c'est la même chose. Et je me suis dit, tu sais quoi Anaïs, tu n'as pas vu cette série pour rien. Tu vas faire une critique sur cette série et tu vas dire ce que tu penses des fictions dans lesquelles Melha Bedia joue. Parce que, effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent dans les rôles qu'elle joue. Elle joue toujours la grosse rebeu, et je dis rebeu à dessein. Donc elle joue toujours la grosse rebeu qui lose totalement. Et j'en ai marre de voir ça, j'en ai trop marre. Melha, si tu passes par là, si tu vois cette vidéo, je suis désolée, je trouve que tu as un talent fou, je trouve que tu es magnifique. Mais arrête de nous raconter cette histoire, arrête de jouer ces rôles-là. Je sais que c'est pas forcément toi qui fais les rôles, mais à un moment donné, s'il te plaît, arrête d'accepter ces rôles-là et commence à jouer des meufs qui déboîtent un petit peu, quoi. Arrête de nous raconter, en fait, que quand on est grosse, on est obligé de passer par une case de loseuse, parce que c'est pas forcément le cas. Et dans la mesure où tu as 30 ans passés maintenant, si j'ai bien compris, il est temps. Il est temps que tu joues une femme et pas une jeune femme qui passe à l'âge adulte, parce que c'est le cas dans la série Meskina la pauvre. Du coup, comme je voulais faire les choses bien, je me suis dit qu'il fallait que je voie la série dans son ensemble. Donc j'ai continué le lendemain matin à regarder cette série. Donc ce matin. Et en fait, le 3e épisode est également relou dans le même délire. Et en fait, à partir du 4e épisode, les choses se mettent en place et Melha commence à évoluer dans sa façon de penser, à commencer à passer à l'action. Et là, elle nous raconte quelque chose d'intéressant. Là, voilà, là, il se passe quelque chose. Mais il a fallu attendre 4 épisodes quand même. C'est long. C'est très long. C'est vrai qu'à partir du moment où elle prend conscience qu'il faut qu'elle prenne ses ovaires à deux mains et qu'elle passe à l'action et qu'elle arrête de subir les événements, mais qu'elle commence à mettre un peu d'ordre dans sa vie et à commencer à mettre les choses en place, c'est là que la série commence vraiment et c'est là que ça devient super intéressant. Et donc, ça va être tout pour la partie sans spoiler. Si vous n'avez pas vu la série Miskina la pauvre, je vous invite à arrêter la vidéo tout de suite et à venir la revoir plus tard quand vous aurez vu la série parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Voilà, on se retrouve plus tard. Et si vous continuez cette vidéo à partir de maintenant, c'est que vous n'avez pas vu la série et je vais commencer à spoiler et à vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé dans la série. Concrètement, je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé dans la série parce que c'est les 3 premiers épisodes. Dans les 3 premiers épisodes, en fait, dans le premier épisode déjà, sa sœur se marie. Elle se marie à un mec qui n'est pas musulman. Et sa grand-mère fait tout un flanc parce que sa petite fille épouse un non-musulman. Bon. Et pour faire en sorte que sa grand-mère accepte le mariage, elle va... En fait, les mariés ont décidé de écrire chacun leurs vœux et que l'un lira les vœux de l'autre. Donc c'est une super idée, je trouve ça super beau, super mignon.
Sauf que le mari, qui lit en fait les vœux de sa femme, lit quelque chose en arabe qu'il ne comprend pas et lit phonétiquement en fait la phrase qui annonce qu'il est à présent musulman, enfin qu'il veut être musulman et qu'il est à présent musulman et qu'il ne reconnaît en Allah qu'Allah. Voilà, et donc comme ça, il se convertit devant tout le monde sans savoir qu'il s'est converti. Et ayant ayant eu dans ma vie plusieurs amies musulmanes et musulmans d'ailleurs, bah moi j'achète pas parce que on sait tous que cette phrase-là, il faut la dire en conscience. Donc normalement ça marche pas. Bref, passons. Admettons que ça fonctionne. À partir du deuxième épisode, on voit que le mari prend très à cœur son converti. Le fait d'être converti. Comment on dit? Sa conversion. Voilà, sa conversion. Et du coup, il pratique vraiment l'islam. Et sa sœur ne voit pas ça d'un très bon œil. Donc, elle dit à sa sœur, rends-moi mon mari. Et à ce moment-là, Melha, qui s'appelle dans la série Farah, et sa sœur c'est Safia, et son mari c'est Maxime. Donc Farah organise un baptême surprise en lui faisant croire qu'en fait on joue un jeu pour le petit cousin et qu'en fait on fait croire qu'il est anobli chevalier alors qu'en fait il est baptisé catholique. Donc en fait elle veut le reconvertir à son insu. Et franchement, ça me pose un réel problème. Déjà, la première scène où elle le convertit à l'islam sans son accord, et là, elle veut le reconvertir sans son accord. On a un réel problème de consentement dans cette série, qui me semble assez grave. Hein. J'ai envie de le soulever. J'ai pas du tout apprécié ça. D'ailleurs, j'ai pas du tout apprécié ces 3 premiers épisodes par rapport justement à ce côté islam forcé. Parce que dans le deuxième épisode, en fait, Farah décide de devenir pratiquante, donc décide de faire le ramadan et décide d'aller à la mosquée, alors qu'elle ne le souhaite pas elle-même. C'est pas quelque chose qu'elle veut vraiment, elle veut juste faire plaisir à sa grand-mère. Là encore, ça me pose un problème. C'est pas une question spirituelle, c'est pas un désir personnel de sa part. Elle le fait pour céder à la pression familiale par rapport à l'islam, alors que sa mère est plutôt très modérée et que y a que sa grand-mère en fait que ça gêne. Et en vrai, franchement, sa grand-mère l'accepte exactement comme elle est. C'est un peu récurrent dans les rôles que fait Melha Bedia. Elle joue toujours une femme qui pense qu'elle ne peut pas être aimée exactement comme elle est. Et c'est un peu problématique pour moi. Et je trouve que ces 3 premiers épisodes véhiculent pas mal de clichés sur l'islam. Pourtant, je ne suis pas musulmane, donc ça devrait pas me gêner, mais moi, ça m'a gêné de voir ce côté forcé de l'islam, ce côté pression sociale, pression familiale. Et pour le coup, j'ai beaucoup apprécié que Maxime, le mari de sa sœur, se prenne vraiment au jeu et apprécie vraiment l'islam et envie d'approfondir sa connexion avec Dieu et sa connexion avec l'islam. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça beau en fait. Et d'ailleurs, à la fin du deuxième épisode, Farah dit à Maxime qu'elle pensait qu'en faisant le ramadan et qu'en allant à la mosquée, elle ressentirait cet appel de l'islam, alors qu'elle ne le ressent pas. Je trouve ça cool qu'elle le dise. Maintenant, ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est que même après cet aveu, même après cette prise de conscience, en fait, elle continue à faire semblant d'être une musulmane pratiquante. Ça me pose problème. Et d'ailleurs, la fin de cet épisode, c'est que elle voit en fait son ami d'enfance, l'homme de qui elle est vraiment amoureuse depuis 15 ans, qui se rapproche de sa cousine, et en fait ça lui mine le moral, donc elle décide d'aller manger une mousse au chocolat, sachant que la mousse au chocolat, c'est quelque chose qui lui rappelle son père, et donc tu vois très bien le rapport entre sa vie amoureuse et son rapport avec son père. Je vais y revenir. Et donc elle va manger cette mousse au chocolat, elle va casser le jeûne comme ça, avant la fin du ramadan, alors que c'est le dernier jour de l'Aïd. C'est peut-être le 3e épisode ça, hein. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Oh, je sais plus. Je sais plus. C'est peut-être le 3e épisode que je vous raconte, mais bon, bref. Donc elle casse son jeûne avant la fin du ramadan, et elle s'empiffre de cette mousse au chocolat. Et ça, c'était le sacrilège pour moi. J'en ai marre de voir des fictions avec des grosses qui s'empiffrent. Arrêtez de nous montrer, on ne passe pas notre temps à s'empiffrer. C'est pénible à la fin. C'est tous les clichés de la fiction sur une grosse sont là. Elle lose professionnellement,
elle lose amoureusement et elle s'empiffre. Merde! Putain, ça m'énerve! Et donc c'est pour ça que j'ai pas aimé ces 3 premiers épisodes, je les ai trouvés clichés à souhait. Et donc c'est quand elle prend conscience que son meilleur ami est en train de sortir avec sa cousine et que sa grand-mère qui est malade en fait veut juste récupérer un plat de tagine. Melha décide d'aller en Algérie pour acheter un nouveau plat de tagine parce qu'il n'arrive pas à acheter un plat de tagine pareil, équivalent en France. Et donc elle doit faire les formalités pour faire son visa pour aller en Algérie. Et donc c'est là qu'elle parle à un agent administratif algérien pour pouvoir faire son passeport. Elle lui parle comme si c'était un psychothérapeute et c'est hyper intéressant parce que ce qu'elle dit en gros est très intéressant parce qu'elle avoue en fait à ce mec qu'elle passe à côté de sa vie parce qu'elle considère qu'elle ne mérite pas mieux. Et en fait on se rend compte que son rapport avec son père est très présent dans cette fuite en avant, dans cette fuite de sa vie, dans l'image négative qu'elle a d'elle-même. Et donc c'est là que vraiment les choses commencent à se débloquer parce que sa sœur l'aide à acquérir ses papiers et donc elle décide d'aller toutes les deux en Algérie. Donc à partir du moment où elle part en Algérie, où elle retrouve ses racines en fait, il y a un déclic qui se fait du côté de chez sa sœur plus rapidement, mais aussi chez elle, sans qu'on s'en rende compte. En fait, sa sœur commence à se détendre, en fait, parce que sa sœur pète un câble parce que le magasin qui vend le plat de tagine, en fait, est fermé. Donc, elles sont venues ici pour rien. À partir de ce moment-là, elle commence totalement à lâcher prise et à se détendre et à apprécier le moment présent. Et donc, elles rencontrent toutes les deux un mec qui sait où on vend le plat de tagine, mais en Kabylie. Donc, elles vont en Kabylie parce que leur père vient de Kabylie, mais elles connaissent pas bien leurs racines kabyles. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment très intéressant. J'ai adoré tout le passage où elles sont en Algérie. Franchement, l'Afrique, ça vous ouvre toujours les yeux. Et les paysages et ce qu'elles vivent et tout, voilà, ça m'a réchauffé le cœur, ça m'a rappelé quelque chose. Donc, même si moi, je viens pas d'Algérie, hein, clairement, l'Afrique, c'est l'Afrique. Et même si c'est un très grand continent, et tu reconnais quand même certains trucs. Tu reconnais quand même... Donc, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et j'ai beaucoup apprécié qu'en fait, Melha ait ce petit déclic. Et à un moment donné, le mec qui les emmène leur dit qu'ils sont en panne. Et donc, elle campe. Et en fait, pendant qu'elle campe, il y a sa sœur qui fricote avec le mec en question. Et elle, en fait, elle envoie des messages vocaux à son meilleur ami. Et elle lui dit ce qu'elle ressent parce qu'elle se dit, il n'y a pas de raison de toute façon, il les recevra jamais. Et elle les efface, sauf que comme il y a un truc qui vient la piquer, en fait, elle oublie d'effacer tous les messages. Malheureusement, quand elles rentrent du bled, elles apprennent que leur grand-mère, pour qui elles sont allées chercher un plat de tagine, est décédée parce qu'elle avait du diabète et qu'elle n'était pas sérieuse avec son diabète. Du coup, c'est après l'enterrement en fait qu'elle découvre que son meilleur ami a bel et bien écouté les messages et qu'en plus, le restaurateur dont je vous ai très peu parlé dans cette vidéo, qui pourtant est très important parce que c'est lui qui a remis en état le camion qu'elle voulait utiliser pour le food truck, donc c'est lui qui l'aide à réaliser ce rêve de food truck. Enfin, on verra plus tard que pas vraiment, eh bien, il lui révèle ses sentiments, enfin, il lui révèle ses sentiments, non, enfin, il l'embrasse et donc elle comprend qu'en fait, il aimait un peu plus que bien. À la fin de la série, elle est entre deux mecs et elle sait pas lequel choisir. Enfin, elle choisit à un moment donné, mais on sait pas lequel. Ça s'arrête ou on sait pas lequel. Et malheureusement, comme elle n'a pas son permis alors qu'elle conduit son food truck pour aller rejoindre l'un d'entre eux, elle se fait arrêter et c'est là qu'on la quitte. Et j'ai trouvé ça hyper bien trouvé. J'ai adoré la fin, franchement, j'ai trouvé, ok, ça se débloque, ok, elle passe un cap, elle assume, elle vit vraiment sa vie. Et voilà, ça devient très feel good en fait après. Donc, voilà. C'était chiant à regarder au début. C'est vraiment difficile d'ailleurs parce que je me suis reconnue dans cette... de moi avant, dans cette façon de focaliser sur un mec qu'on sait qu'on pense ne pas pouvoir avoir, parce qu'en fait ça nous évite de regarder les relations amoureuses en face et ça nous évite de vivre une relation parce qu'on considère qu'on ne mérite pas de vivre une relation. C'était hyper intéressant, c'était hyper difficile à regarder pour moi parce que ça me rappelle cette époque-là et voilà, je suis pas très fière de ça. Enfin, c'est pas que je suis pas très fière de ça, c'est que c'était une période très solitaire en fait. Et d'ailleurs, je me dis que peut-être que si j'ai eu autant de mal à voir ça, c'est peut-être que j'en suis pas totalement sortie. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'interroge là-dessus.
Mais c'est vrai que à partir du 4e épisode, ça devient super intéressant et j'ai adoré et je conseille trop cette série. Euh, Par contre, il y a un truc qui n'a pas été répondu dans la série, c'est pourquoi la mère fait des céramiques kabyles et pourquoi le pain de la grand-mère maternelle a le même goût que le pain de la grand-mère paternelle. Pourquoi elle a ce plat à tagine qui apparemment est très kabyle, en fait. On sait qu'en fait, on nous raconte pas toute la vérité, que la mère raconte pas toute la vérité, et que en fait, le père, quand elle était censée avoir divorcé et tout, finalement, apparemment, il s'est remarié et il a eu d'autres enfants, mais ils ne sont pas divorcés. C'est bizarre. Et en plus, quand elles vont voir Safia et Farah, quand elles vont voir ce père, elles se rendent compte que le portrait de leur mère est encore affiché en grand dans le café de leur père. Donc, il est encore amoureux d'elle. Du coup, voilà, la série est top, mais on ne répond pas à cette question familiale qui reste en suspens. On sait qu'elles ont un demi-frère et une demi-sœur, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés, quel est le truc dont la mère ne veut pas parler. C'est dommage, c'est quelque chose qui manque, je trouve, à la série. Mais j'ai beaucoup apprécié regarder cette série, donc je vous invite vraiment à la regarder, et c'est pour ça que je vous dis que votre week-end va s'améliorer tout de suite. Et puis, enfin, la chose que j'ai adorée dans cette série, c'est de voir, enfin, la beauté de Merhat Bedia. Parce que elle joue toujours une grosse rebeu qui est mal dans sa peau. Et quand elle arrête de jouer cette grosse rebeu qui est mal dans sa peau et quand elle est elle-même, en fait, enfin, je la connais pas, je connais pas son caractère, mais quand elle arrête d'être cette meuf et qu'elle est une meuf, juste une meuf, et qu'elle juste, elle vit sa vie, quoi, elle est sublime. Elle est sublime. Et d'ailleurs, pour faire cette vidéo, j'ai regardé à peu près ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet sur elle. Et le deuxième lien que j'ai trouvé, c'est un lien du Monde, où elle dit j'étais une grosse maghrébine avec des lunettes. Et j'ai vraiment l'impression que Merha Bedia se voit toujours comme une grosse maghrébine avec des lunettes, alors qu'elle est bien plus que ça. Et dans cette série, vraiment, tu vois le potentiel de cette meuf, le potentiel beauté, glamour de cette meuf, qui est évident, et je crois que c'est la seule à pas le voir, en fait. J'espère retrouver une saison 2, je pense, parce que je crois qu'elle a pas mal marché. Et puis en plus, la fin prête vraiment à une suite. Et j'espère que même si on la voit un petit peu galérer de temps en temps, parce que c'est normal, ça fait partie de la vie, qu'on ne verra pas que ça, et qu'on nous racontera vraiment une autre histoire, une histoire d'une femme qui vit sa vie réellement et qui n'est pas la grosse maghrébine du coin, quoi. Voilà. Et si les producteurs de cette série, si les réalisateurs de cette série passent par là, arrêtez de nous pondre une histoire où une grosse est forcément une loseuse. On en a marre, on a vu ça, c'est bon. Passons à autre chose. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, comme je vous l'ai dit précédemment. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, plein de bisous mes licornes, bye.